soirée spéciale élection cantonale, présentée par Fabrice Germanier et Vincent Franière. Les 6 candidats présentent leur programme et affichent leurs ambitions en vue du 2 mars prochain. C'est tout de suite sur Rhône FM et en images sur Rhône TV. Bonsoir, Rhône FM et le Nouvelliste vous proposent un second débat en commun dédié aux élections cantonales 2025. Vincent Franière et moi-même avons réuni les 6 candidats au Conseil d'État qui seront avec nous jusqu'à 21h. Alors, au nord sortant, il s'agit par ordre alphabétique de Christophe Darbelay pour les partis du centre d'Imité. Christophe Darbelay, chef du département de l'économie et de la formation. Nous avons également avec nous Mathias Reynard du Parti socialiste, chef du département de la santé, des affaires sociales et de la culture. Franz Ruppen pour l'UDC SVP, chef du département de la mobilité du territoire et de l'environnement, ainsi que 3 députés qui ambitionnent de changer de registre, si l'on peut dire, à savoir Franziska Biner pour le centre d'Imité, Stéphane Ganzer pour le PLR FDP et ainsi que Emmanuel Rova pour les Verts d'Igrunay. Bonsoir à toutes et tous. Bonsoir. Bonsoir. Alors, en préambule et en guise de mise en bouche, je vais me tourner vers vous, Christophe Darbelay. Je me propose de revenir rapidement sur ce qui a été un des faits de campagne. Ce sont ces annonces relatives, bien entendu, à vos intentions, à vos ambitions fédérales. Alors, avec le recul et entre nous aujourd'hui, est-ce que c'était une manière de capter toute l'attention, toute la lumière ? Bon, c'est vous qui le percevez comme ça. Moi, j'estime que c'était une réflexion tout à fait légitime par rapport à ce que j'ai fait dans ma vie politique, à l'énergie et la passion que j'y ai mise. Et puis, la question, elle se posait à un moment qui était très difficile. J'ai dit dès le départ que le timing n'était pas très opportun. Mais cette réflexion, je l'ai menée de A jusqu'à Z. Ça a été un choix qui était cornélien pour moi. Et puis, j'ai décidé de mettre ma priorité sur le Valais. Je l'ai annoncé publiquement dimanche soir. Et puis, maintenant, je me sens libre et serein. Ce chapitre est donc clos, on va entrer dans le vif du sujet. Cette année, vous n'êtes que 6 à briguer un siège au sein du Conseil d'État valaisan. Il faut remonter à 1977, c'est loin, pour retrouver un nombre aussi peu élevé de candidats. C'est presque un non-choix qui nous est proposé. Sans Emmanuel Reva, on aurait presque pu inventer en quelque sorte la tacite au premier tour. Alors, vu le nombre de règles constitutionnelles... Ça n'existe pas, la tacite au premier tour. On aurait pu l'inventer. Ah, pardon. Vu donc les règles que l'on connaît, il y a des règles constitutionnelles qui imposent ceci et cela ou qui interdisent ceci et cela, est-ce qu'il ne faudrait pas, pour ouvrir le jeu en quelque sorte, passer à un Conseil d'État à 7 membres ? Je me tourne peut-être vers Stéphane Ganzer. Bien, à vous entendre, on a l'impression qu'on n'est pas en campagne. Pourtant, là, on est tous réunis ici. On voit que nos mines rafraîchies montrent qu'on est, pour les Valaisannes et les Valaisans, prêts au combat. Et ils le méritent, et je tiens à le dire, parce qu'effectivement, pour nous, c'est une vraie campagne. Et je crois que pour les électeurs également aussi. Un Conseil d'État à 7, c'était une des propositions de la nouvelle constituante que j'ai soutenue, parce qu'en effet, j'estime que ce serait une solution, surtout pour maintenir une certaine diversité, garantir une certaine diversité des districts, des genres, des professions et des régions. Franziska Biner et Franz Ruppen, vous l'avez déjà déclaré, vous êtes contre le Conseil d'État à 7. Pourquoi, Franz Ruppen ? Oui, je l'ai déclaré dans la campagne, mais aussi dans la campagne sur la nouvelle Constitution. C'était une des raisons pour laquelle la nouvelle Constitution n'a pas passé, parce qu'on va gonfler l'administration. Il n'y a pas que 2 conseillers d'État en plus, il y a un état-major. Chaque conseiller d'État a un état-major en plus. Il faut avoir des locaux, il faut des chauffeurs. Combien ça coûte en plus ? Vous avez calculé ? On a calculé, peut-être si vous avez 7 ou 8 personnes dans l'état-major, c'est combien ? C'est vite vers 1 million. Après, il y a les... Avec l'argent de la BNS, ça se digère assez vite. Hein. Pardon ? Avec l'argent de la BNS, ça se digère assez vite. Oui, mais l'argent de la BNS, va, je le mettrais plutôt dans les routes que gonfler l'administration. Et puis... la population l'a vu de la même manière. Et je pense que c'est pas le bon moyen d'augmenter et pour une raison des coûts et aussi une augmentation de l'administration. Franziska Biner, si je vous dis que si on reste à 5, les 3 prochaines élections au Conseil d'État, c'est la même chose que cette fois-ci. Il y aura 6 candidats pour 5 places et on ne changera pas. Et à un moment donné, le taux de participation descendra en dessous des 40% et il faudra changer. Non, moi je dis toujours, comme aussi M. Ruppen, il a dit, on a vraiment un État qui est déjà assez grand. Si on augmente l'État, c'est pas bien pour
pour le canton, je dis maintenant déjà l'administration, la bureaucratie, c'est toujours déjà des choses que les gens ils ont des problèmes avec. Et puis si on reste un État qui est comme ça, maintenant on a fait les choix un peu aussi dans les partis. C'était déjà discuté dans les partis combien de candidats ils veulent mettre. Et je trouve ça c'était aussi une discussion qu'on ne peut pas oublier. Emmanuel Revin, enfin tour de table avant d'entendre les deux conseillers d'État sortants sur ce sujet-là. Vous êtes évidemment pour 7. Pourquoi? Est-ce que c'est pas trop cher? Comme dit Franz Ruppen, c'est trop cher et ça sert à rien. Alors moi, je suis évidemment pour 7 candidats. Je l'ai dit à plusieurs reprises durant cette campagne. C'est peut-être pas le seul critère pour que le jeu démocratique soit ouvert, parce que si on prend l'exemple du canton de Neuchâtel, où il y a 5 membres au gouvernement, l'élection va suivre de quelques semaines, l'élection valaisanne, il y a 19 candidats avec des listes qui sont ouvertes, y compris qui contiennent les sortants. Mais dans les autres cantons romans, souvent, c'est un match entre la gauche et la droite, et en Valais, la droite c'est 75% et la gauche c'est 25%. Donc le match, il est pas la même chose dans les autres cantons. Souvent, dans les autres cantons, on essaye de mettre les listes ouvertes pour faire ce match gauche-droite partout, et en Valais, c'est pas comme ça pour l'instant, et ça risque d'être sclérosé encore quelques années. Alors, on a effectivement moins cette polarisation gauche-droite, comme vous le dites, comme on l'a à Neuchâtel par exemple. Je pense que la nécessité du Conseil d'État à 7, elle s'exprime plutôt dans la grande diversité du Valais, notamment les 2 régions linguistiques. Et puis quand on cumule finalement tous les critères politiques, géographiques, aussi maintenant de représentation homme-femme qu'on doit réunir pour avoir un gouvernement équilibré, je pense que la formule A7 serait celle qui correspond le plus au Valais actuel, au Valais moderne. Rapidement, Mathias Renin et Christophe Darbelay, vous êtes plutôt Emmanuel Reva ou Franz Ruppen? Emmanuel Reva. Et Christophe Darbelay? Moi, je peux vivre avec les deux parce que le 7 permet une plus grande représentativité, mais si vous voulez de l'efficacité, et puis pas que ça coûte trop cher, parce qu'on ne va pas créer que des états-majors et des nouveaux départements, on va créer aussi des services qui ne sont pas forcément super utiles. Je pense que 5, c'est un système qui est très efficace et qui a fait ses preuves. Après, mais votre comparez... va où? Pardon? Vous préférez lequel? Moi, je préfère 5, vous ne m'avez pas compris, vous ne m'avez pas écouté. Vous avez dit vous pouvez vivre avec les deux. Non, je peux vivre avec les deux, mais ma préférence va pour le 5, c'est clair. Et puis, pour moi, la comparaison avec Neuchâtel, elle ne tient pas, parce que c'est le système proportionnel et ce n'est pas le système majoritaire, à mon avis. Alors, majoritaire à Neuchâtel. Oui, Emmanuel Revin. Majoritaire. Majoritaire à Neuchâtel. Absolument, oui. Dans quelques jours, donc le 2 mars, les résultats de chacun d'entre vous seront connus et les jeux seront peut-être faits, à voir vos résultats respectifs. Est-ce qu'il y a une importance dans l'ordre d'arrivée? On sait que, ou on croit savoir du moins, Christophe Darbelay, je me retourne vers vous à nouveau, on croit savoir que le fait d'avoir terminé 5e il y a 4 ans, lors du 2e tour, ça va pas forcément susciter un enthousiasme délirant chez vous. Donc, bon, c'était pas très agréable, mais quand le Nouvelliste écrit tous les jours qu'il ne faut pas voter pour vous parce qu'une voix vous suffit à être élu, c'est pas quelque chose qui est très mobilisateur. Il me fallait une voix pour être élu selon la Constitution, puis j'en ai fait, je crois, 46 000, quelque chose comme ça. Mais c'est vrai que c'était pas très agréable sur le moment. Un résultat, ça compte quand même. On est dans une autre, grâce à Emmanuel Reva, que je remercie, dans une autre constellation aujourd'hui. Il y a 2 candidats dans le Bas-Valais. Et puis, un bon résultat, ça compte parce que quand vous négociez des budgets, quand vous gérez une crise, quand vous avez une situation qui importe, où vous devez peser, eh bien, la force, elle vient du peuple, elle vient de cette mobilisation. Et c'est plus pour la forme, mais c'est quand même important pour un magistrat, un conseiller d'État, de pouvoir compter sur un bon résultat. Ça lui donne de l'énergie. Il y a 3 sortants, il y a 3 nouveaux. Francisca Biner, les 3 sortants seront les 3 premiers ou pas du tout? Ça, c'est à la population du Valais à choisir ceux qu'ils veulent d'abord, mais c'est clair, les 3 qui sont déjà, ils ont un avantage, ils sont déjà connus dans tout le canton. Donc votre objectif à vous, c'est quelle place, votre objectif? Moi, je suis déjà heureuse si je suis élue, mais comme Christophe Darbelay, il a dit, si on fait un bon score, si on est bien soutenu par les Valaisannes et par les Valaisans, ça aide à travailler, ça motive, ça donne d'énergie et je serai très heureuse si je fais un bon résultat, si je suis élue. Ouais. Emmanuel Reva, si je vous dis qu'une autre place que la 6e, le 2 mars, c'est une grosse surprise, vous êtes d'accord avec ça? Oui. À combien de voix d'écart du 5e vous partez au 2e tour? Vous m'avez déjà posé la question. Oui, mais maintenant, il y a 2 semaines. C'était dans une cave. Vous avez pu réfléchir. Vous avez pu réfléchir. Là, on est en débat direct à la télé, vous pouvez répondre. Et puis entre nous surtout. Alors j'ai réfléchi, puis je sais que vous êtes un amateur de football, mais c'est comme si vous demandez finalement à un entraîneur, avant de commencer le match, les décisions qu'il va prendre à la mi-temps, en fait. Non, moi je vous demande autrement. À la mi-temps, si vous perdez 3-0, vous continuez ou pas?
Alors ça dépend de l'équipe adverse et de la composition de l'équipe adverse à la deuxième mi-temps. Ah, elle va pas changer cette fois-ci. Hein. Elle aurait pu changer si M. Darbelet est candidat au Conseil fédéral. Là, ce sera la même équipe adverse. Hein. À combien d'écart? 5000 voix, vous partez au deuxième tour? Non, mais vous n'allez pas m'avoir. Moi, je fais pas de... D'abord, j'ai dit plusieurs fois aussi, c'est une décision que je ne prends pas en solo. C'est une décision qu'on prend avec le parti. Alors, le score est évidemment un critère, le critère peut-être le plus important, mais il y a d'autres composantes qu'on ne peut pas forcément anticiper et prévoir, et puis qu'on mettra dans la réflexion pour prendre la décision après le 2 mars. Stéphane Ganzer, vous redoutez de sentir le souffle d'Emmanuel Reva dans votre nuque? Je redoute le souffle de l'ensemble des candidats et candidates qui sont ici aujourd'hui. Je ne focalise pas une campagne par rapport, contre ou avec Emmanuel Reva. Je la fais par rapport au choix qui est porté aux Valaisannes et Valaisans, qui est un choix qui est correct, avec une diversité de partis. Et je fais campagne comme si on était 12 candidats, ou qu'on soit 6 ou 12. Pour moi, ça ne change pas. Je veux fédérer mon parti, fédérer au-delà de mon parti, et évidemment faire le meilleur score possible. Mais ce n'est pas une focalisation sur Emmanuel Reva. On pourrait se retrouver au terme de ces élections cantonales avec 2 enseignants de formation, en tout cas au sein du gouvernement valaisan, et à bas bruit. Cela fait déjà grincer des dents dans certaines associations patronales. Je ne sais pas si ces bruits sont remontés jusqu'à vous. Est-ce que ces patrons ou ces associations patronales, Mathias Reynard, ont des raisons de se faire du souci, de préférer des personnes issues du privé plutôt que de profs? Non, mais écoutez, je crois que c'est pas ça qui définit nos positions, notre engagement, notre travail. En termes de positionnement politique, Stéphane Ganzer et moi, on est sur bien des sujets, notamment sur les CG économiques, plutôt à l'opposé, où moi, c'est clair, je vais avoir plutôt une casquette de défense des ouvriers, des employés, et puis Stéphane aura sans doute une sensibilité plus forte en faveur du patronat. Donc, c'est pas la profession d'enseignant qui détermine ça. Puis surtout, je crois que durant cette législature, on a pu montrer avec des personnes qui avaient des profils professionnels très différents, qu'on était toutes et tous impliqués, et puis dans une fonction de dirigeant, parce qu'on a une fonction de conseiller d'État, mais aussi de chef de département qui doit gérer des équipes. Stéphane Ganzer, vous êtes issu du PLR, le parti de l'économie. Est-ce que vous sentez qu'il y a des attentes particulières par rapport à ça dans votre parti? Est-ce qu'il y a des réticences justement par rapport à votre trajectoire? Alors les bas bruits que vous avez entendus, moi je les ai pas entendus. Moi je crois que jamais. Mon parti, non. Il n'y a personne au PLR qui a dit que vous n'êtes pas assez économiste. Il y a tout le monde qui m'a dit un président de commune qui décide, un président de commune qui prend des décisions, qui a le sens des responsabilités. Je crois que c'est ça qui a plaidé en ma faveur lors de la primaire de Comté. Je crois que le côté enseignant, il est souvent galvaudé, comme l'a dit le conseiller d'État Reynard. C'est surtout des gens, des dirigeants qu'on élit. Et moi, j'ai ce passé, cette casquette de président de commune. Je suis très fier d'avoir été enseignant parce que je crois que la formation dans ce canton, c'est quelque chose d'autrement plus important que ce simple cliché de dire il y a trop d'enseignants. Je ne crois pas qu'il y a trop de Valaisans au conseil d'État. Il n'y a pas trop de femmes, il n'y a pas trop d'hommes. Il y a surtout besoin de gens qui décident. Peut-être pas assez de femmes. Pour certains, peut-être qu'il y en aurait trop. Une, ça pourrait être trop pour certains aussi. Moi, je trouve qu'il y a sans doute des milieux qui déplorent la diversité. Et c'est pas mon cas, Dieu merci. Et je crois qu'on a un Conseil d'État avec des gens qui sont prêts à décider. C'est ça le plus important. Alors je vous propose maintenant de passer aux 4 années qui se sont écoulées, surtout à celles qui nous attendent, bien entendu, parce que c'est pour ça que vous êtes là ce soir. Le Valais, on s'en souvient, a subi un choc en juin dernier, à la fin juin dernier, avec des catastrophiques intempéries. Que peut-on attendre de la commission d'enquête parlementaire voulue par le Grand Conseil valaisan à l'unanimité? Nous avons ici 3 candidats qui sont issus du rang des Grands Conseils. Je me tourne peut-être vers vous, Francisca Biner. Qu'est-ce que vous attendez de cette commission d'enquête parlementaire? Alors, les dangers naturels, c'est quelque chose qu'on doit vivre avec dans notre canton, et les choses qui se sont passées au juin passé, c'était horrible. Il n'y avait pas que le Rhône qui a débordé, on avait aussi beaucoup de problèmes dans les vallées latérales, surtout aussi dans la vallée que j'habite moi, à Zermatt, et puis toute la vallée, il y a l'eau qui a débordé, il y a les cailloux qui sont tombés. Alors, on a des problèmes avec les dangers naturels dans notre canton. Et puis après, maintenant, on a fait cette POUC, comme on dit en français. Commission d'enquête. Et puis, ils veulent regarder s'il y a des problèmes ou pas. Et c'est maintenant à eux de faire leur travail. Mais je pense que pour le Conseil d'État, c'est clair. Maintenant, il faut agir. Il faut regarder quels projets sont prioritaires et quels projets on doit réaliser maintenant pour sécuriser les gens, leur immeuble, l'agriculture. C'est clair, il faut faire acte sur des projets prioritaires maintenant. Alors on sait, et ça a été dit, que pendant 20-25 ans environ, bien pas grand-chose ne s'est fait, pour ne pas dire rien du tout. Emmanuel Reva, vous, par exemple, vous attendez quoi? Est-ce qu'il faut mettre le doigt sur ce qui n'a pas joué? Est-ce qu'on cherche des coupables? Qu'est-ce qu'on fait? Alors, je pense que le Rhône a spécialement débordé à Sierre, il aurait pu déborder ailleurs, il aurait pu déborder plus en aval, à Fuy ou dans le Chablais.
Je pense que ce que j'attends de cette commission d'enquête, en fait, c'est qu'elle utilise, en quelque sorte, qu'on puisse utiliser cet exemple du débordement du Rhône comme une sorte de laboratoire de ce qui s'est passé avec Rhône 3 durant 20 ans pour essayer d'identifier les blocages qui se sont produits dans le cas d'Aussierre, mais qui peut-être se sont produits aussi sur d'autres parties du linéaire, pour permettre ce qui est le plus important. Alors oui, identifier les responsabilités, je pense qu'il y a certaines personnes qui attendent ça et c'est légitime, notamment les habitants de la région sierroise ou bien les communes concernées, mais surtout pour permettre de débloquer la situation, pour avancer avec ce chantier qui, il faut bien le dire, traîne depuis 25 ans maintenant. Stéphane Ganzer, votre région effectivement a été très concernée, la région de Sierre. Vous, encore une fois, vous attendez quoi de ces commissions d'enquête parlementaire? Qu'est-ce qu'elles devraient permettre d'éviter à l'avenir? Vous avez déjà des pressentiments? J'ai participé à la commission d'enquête du RSV à l'époque, donc je sais comment fonctionne une commission d'enquête, quelles sont ses missions, quelles sont les limites aussi de son mandat, mais ça reste l'instrument politique le plus abouti pour faire émerger la vérité. Et je pense que là, on ne fait pas le procès de personne, on va faire le procès d'un système, et c'est un système qui va être dénoncé. On a déjà les grandes lignes de la responsabilité. On avait des villas à l'U-Suisse qui étaient classées, donc à un moment donné, je pense que l'inventaire fédéral a primé, enfin la sauvegarde d'un patrimoine fédéral a primé sur la sécurité. Et c'est l'État qui est responsable et pas les gens, qui sont à la tête de l'État. Exactement. J'ai toujours dit dès le début, on a un système qui arrive à ses limites, on a atteint les limites de système, et le Rhône, hélas pour les habitants de Sougeronde, à qui va toute ma sympathie, on a fait les frais, on a été l'indicateur. Je me tourne quand même vers le principal concerné, Franz Ruppen. Est-ce que vous la redoutez, cette commission d'enquête parlementaire? Il y a eu pas mal de questions au Grand Conseil. Qui est coupable de quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Maintenant, c'est vous qui êtes en charge de ce département. Est-ce que vous craignez qu'on découvre des cadavres dans les placards? Non, je la redoute pas du tout. C'est une décision à l'unanimité du Grand Conseil. L'idée de cette commission d'enquête parlementaire, c'est de mettre tout sur la table, de mettre de la transparence et se poser la question qu'est-ce qui s'est passé, ou plutôt qu'est-ce qui s'est pas passé ces dernières 20-25 ans, parce que le tronçon Sierre-Chippies, il était mis en enquête en 2008. Alors, je rejoins les propos de Stéphane Ganzer. Qu'est-ce qui était pas bon dans le système, les pesées d'intérêt qui n'étaient pas faits, le dossier qui n'était pas complet, etc. Mais si à la fin, attendez, à la fin, c'est surtout en tirer les leçons, savoir qu'est-ce qui n'était pas bon, ce qu'on n'a pas fait pour qu'un tel cas ne se reproduise plus. Mais est-ce qu'on peut dire que c'est des chefs qui ne décident pas ou qui ne décident pas bien? Est-ce que ça peut pas être aussi une responsabilité? Vous êtes en charge de ce dossier. Monsieur Mélier était en charge avant vous. Est-ce qu'on peut dire que c'est votre responsabilité de faire avancer ces dossiers-là? C'est trop facile de dire c'est le système étatique, c'est trop compliqué, les services sont les uns contre les autres, et puis c'est la faute à personne. Non, mais pas la faute à personne. Vous avez posé la question qu'est-ce qu'on attend de ça? Et j'attends qu'on mette tout sur la table, qu'on a la transparence totale là-dessus pour qu'un tel événement ne se reproduise plus. Est-ce qu'après coup, vous auriez pu faire autrement ces 4 dernières années? Vous avez remis en question le projet Rhône 3, vous avez demandé une analyse supplémentaire, ça a bloqué évidemment le projet. Parce non, pas du tout. Ah non, arrêtez. Pas du tout. C'est des propos qui viennent tout le temps, qu'on a arrêté le projet, qu'on a en suspendu. C'est pas du tout vrai. Si vous voulez revoir le projet, vous êtes obligé de l'analyser. Oui, on analyse, mais en parallèle, cette analyse qu'on a demandée, et suite à cette analyse que le Conseil d'État a décidé de revoir le projet, les travaux ont continué. On était sur 21 chantiers, 21 tronçons. On a travaillé. Pourquoi il n'y a rien à Sierre? Je reviens sur Sierre. J'ai ici la liste des crédits d'engagement depuis 2021 que je suis en charge de ce dossier qu'on a demandé au Grand Conseil, que le Grand Conseil nous a attribué. Alors on a continué les travaux, on a demandé des crédits d'engagement, on a fait en parallèle l'analyse. À Sierre, c'était en 2008 que le projet était mis à l'enquête, et ça c'est... Mais qu'il n'est jamais arrivé au bout. C'est jamais arrivé à bout parce que nous, on l'a dit, on savait le dossier n'était pas complet. Par exemple, on n'a pas pris en compte dans ce dossier, il y avait la problématique des villas Alcan, est-ce qu'on fait les emprises à droite ou à gauche où il y a le gazoduc. On n'a pas pris en compte le pont ferroviaire, le pont routier. Il y avait les sédiments de la Navisance qui sont venus. On va partir tout le débat de Sierre cette fois-ci. Mathias Reynaert, vous êtes au Conseil d'État depuis 4 ans. Est-ce que le Conseil d'État aurait pu faire différemment pour éviter ce qui s'est passé à Sierre l'été passé, franchement? Bon, franchement, en termes de communication, c'était catastrophique, ça c'est clair. Mais ça a mis mon collègue dans une situation extrêmement compliquée, avec une décision du Conseil d'État qui est communiquée, et puis avec quelques semaines plus tard, la plaine du Rhône qui est inondée. Donc c'est clair qu'en termes de communication, ça a mis mon collègue dans une situation qui est compliquée. En termes de décision politique?
En termes de décision politique, je pense que le sujet n'est pas clos. Et je pense qu'on va devoir, le prochain gouvernement, celles et ceux qui auront la chance d'être réélus ou d'être élus, reprendre ce dossier parce qu'on voit les critiques qu'il y a aujourd'hui par rapport au rapport, par rapport à l'expertise ou au manque d'expertise dans le domaine autour de ce rapport. Et ça, c'est des critiques qu'on doit entendre. Donc c'est une erreur du département de M. Roupen ? Ce n'est pas des décisions qui sont prises que par le département, c'est des décisions qui sont prises par le gouvernement, qu'on assume conjointement et où on doit reconnaître qu'il y a une marge de progression et que sans doute, on va devoir reprendre ce dossier. Sans doute, on va devoir intégrer aussi les voix critiques, et je crois que c'est aussi le souci de mon collègue, intégrer les voix critiques, et puis surtout avancer dans ce dossier, parce que la population en a besoin, parce que la population a voté, la population a pris sa décision il y a déjà des années, et puis parce qu'on a aussi besoin de garanties par rapport au financement fédéral. Et ce réexamen de la correction du Rhône, Mathias Reynard, donc c'est une décision, vous l'avez dit, collégiale du Conseil d'État. On peut quand même penser que vous n'y étiez pas forcément favorable, que vous aurez préféré vous en tenir au projet initial. Bon, il y a un secret des votes du Conseil d'État. Mais vous pouvez imaginer dans bien des décisions les positions des uns et des autres. Donc on débat, on vote, on se tient à cette position. Vous ne m'avez jamais entendu pendant 4 ans dire un mot sur aucun sujet où j'étais en désaccord avec la voix majoritaire du gouvernement, et ça fait partie de notre travail. C'est ainsi qu'on doit se positionner, on doit assumer collectivement, et le prochain gouvernement devra collectivement reprendre ce dossier, trouver des solutions, des compromis en intégrant aussi les voix critiques, et puis en intégrant aussi les voix critiques qui viennent de la région de Thiers et qui pourraient venir aussi d'autres régions, parce que la catastrophe qui est arrivée, je crois qu'elle doit nous apprendre l'humilité. La nature a parlé et la nature va encore sans doute reparler. Alors, on a entendu la position, on va dire, collégiale de Mathias Reynard. Emmanuel Revah, vous n'êtes pas au gouvernement, vous n'êtes pas tenu par cette collégialité. On imagine que le projet initial, pour vous, c'est celui qu'il fallait mettre en œuvre. Alors nous, on a toujours dit qu'un projet qui est multigénérationnel comme la correction du Rhône, qui se déroule sur des décennies, c'est normal qu'il subisse des adaptations. D'ailleurs, c'est effectivement même une contrainte légale. Nous, ce qu'on remet en cause, c'est quand on prend une décision où on a l'impression, c'était en tout cas le sens de la communication du 28 mai, où on redimensionne drastiquement le projet. En fait, on sape un peu presque les bases du projet. Du coup, on se met un peu en porte-à-faux d'abord avec des bases légales, fédérales, qui sont celles sur l'aménagement des cours d'eau, sur la protection des eaux, et de facto, par voie de corrélation aussi, on met en danger le financement, ce fameux milliard de la Confédération qui a été décidé en 2019. Donc, adaptation du projet par secteur, oui, mais pas mettre en danger le projet fondamental tel qu'il avait été voté en 2016 par la population valaisanne, validé par la Confédération par voie d'arrêté fédéral, et ce fameux financement de 1 milliard de francs, c'est trop dangereux. Oui, alors Stéphane Ganzer, on l'a dit tout à l'heure, c'est votre région qui a payé le prix fort cette fois-ci, ça n'a pas toujours été le cas. On peut prendre le temps de remettre à plat ce projet ? Moi, je l'ai dit, je ne remets pas en cause l'analyse globale qui est faite. Ce que je remets en cause, c'est l'analyse sur les tronçons prioritaires. La semaine prochaine, au Grand Conseil, on vote d'ailleurs des mesures anticipées. On a plusieurs projets qui vont être acceptés sans doute par ce Parlement. Ça prouve que le projet continue à avancer, qu'il n'est pas figé sur tout son linéaire. Par contre, sur Sierre, c'est clair que le projet, il est délimité, il est clair. Aujourd'hui, le temps de la réflexion n'est plus à... Donc, on sait exactement ce qu'on va faire à Sierre, et c'est ce qu'on doit faire le plus vite possible. Et je crois que ça a commencé, on l'a vu avec le démontage du pont, par exemple, qui a été une mesure, disons, rapide et attendue. Christophe Darbellet, réviser le projet, c'était aussi votre solution. Mathias Reynard fait une sorte de mea culpa en disant on aurait pu faire mieux, on aurait pu prendre d'autres experts, on aurait pu faire quand même mieux. Si c'était à refaire, vous feriez la même chose ces 4 dernières années par rapport à Rhône 3, par rapport à ce qui s'est passé, ou vous changeriez quelque chose ? Bon, ce que je constate, c'est que ce projet, il a commencé il y a 25 ans. C'est qu'il était totalement ensablé, à part la correction du Rhône en amont de Viège, et puis beaucoup d'études et blé de ces quelques digues, il ne s'est pas passé grand-chose en 20 ans. Mais il s'ensablait à cause de qui ? Il s'est ensablé parce que ce projet était sans doute pas très adapté. D'ailleurs, le Grand Conseil a demandé, par une intervention parlementaire, de revoir le projet. La loi prévoit une révision périodique du projet de la correction du Rhône. C'est dans la loi. Au départ, dans la loi, c'était chaque 10 ans. Maintenant, il n'y a plus de délai, mais la révision, elle est prévue dans la loi. Et puis, il y a un changement drastique. L'impact de ce projet sur le territoire, il est énorme. Le Rhône, en fait, on double l'impact du Rhône sur le territoire valaisan avec le projet de correction du Rhône. Donc on doit apporter une sécurisation, elle est
urgente et sur certaines portions du linéaire beaucoup plus que d'autres. Et si c'était à refaire, vous feriez la même chose ces 4 dernières années? Vous me laissez parler, je pense que c'est mieux comme ça. Vous ne reprenez pas la question. Non, mais la question, c'est qu'aujourd'hui, on doit revoir ce projet, on doit se reconcentrer sur la question de la sécurité, on doit avoir une approche d'ensemble, parce que Mme Biner l'a dit d'ailleurs très justement, il y a des risques qui viennent aussi beaucoup des cours d'eau latéraux. Donc il faut une approche de l'ensemble du système pour pouvoir trouver la bonne solution. Il y avait des choses dans la correction du Rhône d'ailleurs qui n'étaient pas du tout prises en compte. C'était un projet qui suscitait beaucoup de résistance et beaucoup d'opposition. Le projet de Sierre qui avait été mis à l'enquête en 2008, il avait suscité une vingtaine d'oppositions de gens ou de partenaires qui aujourd'hui... On part débattre oui, de mais Rhône 3, c'est pas rien. C'est pas rien. C'était une vingtaine d'oppositions avec des communes, avec des industries, avec des privés. Je pense qu'il faut vraiment revenir sur la question de la sécurité. L'impact, si vous prenez un autre exemple comme ça, on sort de Sierre une fois, peut-être. Si vous prenez Colombey-Murat, maintenant on va voter au Grand Conseil très prochainement la mesure prioritaire Chablais, mais la partie Colombey-Murat, elle est sortie parce qu'il y a des discussions. Cette emprise de la correction du Rhône à Colombey-Murat était de plus de 20 hectares, et visiblement les experts valaisans et vaudois seraient tombés d'accord maintenant sur une option où on fait la même sécurité et puis on utilise 8 hectares, disons la moitié des terres agricoles. C'est quand même un progrès extraordinaire, donc il y a des choses à optimiser, il y a des portions du linéaire, on ne va rien changer au projet initial, d'autres qui devront être adaptées, mais je pense que cette réflexion, on ne peut pas en faire l'économie, on peut faire quelque chose de plus rapide, avec moins de résistance, de plus efficace, avec la même sécurité. Et sur Sierre, si ça bouge, c'est qu'on a fait la clause générale de police, ça veut dire sans passer par la mise à l'enquête, sans passer par les marchés publics, on a enlevé un pont, on a levé l'autre pont, on va mettre des pales planches qui vont dépasser d'1,50 m et on aura la capacité de charriage qui sera augmentée de plusieurs centaines de mètres cubes à l'horizon du mois. Moi, je posais une question sur ce que vous n'avez pas fait. Francisca Biner, vu du Haut-Valais, vu du Haut-Valais, vous avez vu que dans le Valais roman, c'est un sujet très sensible, la troisième correction du Rhône. Est-ce qu'à Brigue, est-ce qu'à Zermatt, on parle de la troisième correction du Rhône ou pas du tout? Il n'y a pas de oui, Rhône bien. à Zermatt. Non, mais elle vient de Zermatt, donc voilà. Est-ce que ça touche que les gens qui sont concernés par le Rhône et puis qui habitent autour du Rhône, ou est-ce que ça concerne tout le Valais? Bien sûr qu'on a parlé de ça parce qu'on était aussi touchés dans la vallée de la Conche. Il y a le Rhône aussi dans la vallée de la Conche. Et puis, surtout, ce que vous avez dit avant, il y a à Viège, le projet, il était réalisé et c'est juste à Viège où les deux ruisseaux latéraux de Fischbach, de Saas et de Zermatt qui ont les deux débordé dans la vallée, ils n'ont pas débordé à Fischbach. Alors ça veut dire que le projet a très bien fonctionné. Ce qu'on a réalisé, c'est très bien fait. Ça fonctionne et maintenant, ils ont commencé à faire le travail à Sierre. On va voter la prochaine semaine dans le Grand Conseil. Alors, c'est ce que j'ai dit. Les projets prioritaires, il faut y avancer. Et s'il y a des choses qu'on peut peut-être encore une fois y penser, si c'est bien, on doit aussi le faire. Comme il l'a dit, il faut réviser un peu aussi les projets, les choses qui ne sont pas prioritaires. Alors, ces intempéries nous amènent à autre chose. Oui, Franz Ruppen. Je veux quand même dire 2-3 choses. C'était dit avant, le peuple a voté, mais le peuple 2015, il a voté que pour un montant de, si je ne me trompe pas, 60 millions qu'on met dans le fonds R3. C'était jamais une votation sur le projet. Après, c'était dit... Mais le débat a été sur tout le projet. Durant cette campagne, on a parlé du projet Rhône 3. Oui, mais la votation 2015, le débat public a eu lieu. Que les oui, bien sûr. Oui. Mais c'était que les 60 millions. Après, il y avait le Parlement qui nous a demandé via un postulat, d'ailleurs des Verts. Après, il y a périodiquement dans la loi, il faut périodiquement revoir tout ça. Nous, Christophe Darbelé l'a dit, moi, avec mes gens, on a travaillé avec les Vaudois, avec l'Office fédéral de l'environnement pour Colombey-Murat. On nous a toujours dit c'est impossible, c'est 15 à 20 hectares. Aujourd'hui, ce n'est pas encore acté définitivement, mais on peut économiser peut-être 7-8 hectares. Et il faut quand même voir tout le projet. C'est 870 hectares, dont 300 hectares. Et je dois quand même le mettre sur la table quand il y a eu la votation sur les autoroutes en novembre dernier. Les opposants de la gauche, des Verts, ont dit « Ah, ça coûte 50 hectares, dont 1 hectare des surfaces d'assolement, les bonnes terres, on ne peut pas élargir les autoroutes. Ici, on parle qu'en vallée de 300 hectares des surfaces d'assolement, des bonnes terres agricoles. Et encore une dernière chose, cette analyse nous a montré, quand on a fait
La première chose qu'on a fait, on a analysé aussi suite à cette révision du projet l'état des digues. Et on a constaté que pendant des années, à quelques endroits, plus que 10-15 ans, on n'a plus vérifié les digues. Et ça, c'est une des premières choses qu'on fait, la vérification des digues. Et là où c'est nécessaire, on va les remettre en état. Et aussi les 2 crédits qui sont votés la semaine prochaine, ces 2 mesures anticipées dans le Chablais, Île-de-Clou et MBR3, Masson-GB, Rhône 3, on a fait l'analyse et là on a dit, c'est un peu comme le cas à Sierre, il n'y a pas de grands changements, on peut y aller. Parce que l'analyse ou la révision du projet plutôt doit aussi nous dire quels tronçons on fait tel quel, comme il était prévu, lesquels il y a des changements mineurs et sur quels tronçons on doit faire des plus grands changements. Ça, c'est les réflexions qu'on se fait cette année jusqu'à 2026. Alors, de la correction du Rhône, on va passer au climat. Ces intempéries, d'ailleurs, ont été largement attribuées au changement climatique. En novembre, pourtant, le peuple valaisan a refusé la loi climat cantonale qui lui était proposée. Je me tourne vers vous, Emmanuel Revin. Est-ce que ce projet était mal ficelé, mal fichu, ou est-ce que ce sont les gens qui sont inconséquents ? Alors, moi, je ne peux pas dire que le projet était mal ficelé. C'était une loi, ma foi, on a fait le débat démocratique dessus. J'ai déjà dit l'autre soir, je n'ai pas vraiment l'envie de refaire le débat de la loi climat. On doit prendre acte du refus du peuple. Il y a eu, durant la campagne, des éléments que nous considérons comme des mensonges et des contre-vérités. C'est plus facile de démonter, de défaire une loi que de la défendre. C'est un défi qui est beaucoup plus compliqué. Maintenant, on doit prendre acte de ce refus, sachant que le défi climatique pour le Valais, il ne s'arrête pas. Il est chaque semaine qui passe pratiquement de plus en plus évident. Et puis maintenant, on se retrouve le seul canton suisse en 2025, alors que la loi climat fédérale est en vigueur, à se retrouver sans stratégie climatique et sans moyen de financer les mesures de prévention et de l'adaptation. Est-ce qu'il y a nécessité d'avoir une loi climat cantonale ou est-ce qu'on peut se contenter de la loi climat fédérale ? Alors maintenant, on va se poser le problème du financement. On n'a aucun moyen de financer les mesures d'adaptation. On sait qu'on n'y arrivera pas par le budget ordinaire. On va devoir passer par un fonds. Donc on va de toute façon devoir passer par une base légale. Christophe Darbelet, il faut une loi, une législation spécifique sur le climat pour le Valais ? La décision, elle a été claire, c'est non. Maintenant, il faut une base légale pour créer un fonds climat parce que seulement les mesures du budget ordinaire, ça ne suffit pas à anticiper le changement climatique. On voit qu'on a des problèmes immenses qui vont nous tomber dessus, qui vont être de plus en plus graves. L'agriculture est la première victime du changement climatique. On a des problèmes à anticiper dans les forêts, dans les routes, dans toutes sortes de domaines. Donc il faut des moyens. Et ce fonds de 150 millions, il est nécessaire, mais peut-être qu'on devra éviter des penchants trop idéologiques qu'il y avait peut-être dans la loi, qui ont bloqué certains avec cet objectif 2040, 2050. Il y a eu cette discussion là-dessus. Dans le fond, il faut être pragmatique maintenant. Il nous faut des moyens, il nous faut un fonds, il nous faut une base légale pour pouvoir, dans les différents domaines d'activité, prendre des mesures d'anticipation. Sinon, on va être complètement débordé et ça n'a rien à faire avec le monde. Je reviens vers Franz Ruppen. Est-ce qu'il faut justement un fonds spécifique pour faire face aux défis climatiques ? Alors ça, on va discuter au Conseil d'État. Maintenant, tout d'abord, il faut prendre acte du résultat. C'est 70% dans le Haut-Valais qui ont dit non, dans le Valais roman aussi, 110 sur 120 communes ont dit non. Alors on fait quoi ? On fait une demi-loi ? Pardon ? On fait une loi pour le Haut-Valais, puis une loi pour le Valais roman. Non, mais je vous donne juste les chiffres. C'était aussi, au début, on pensait à une fossé entre le Haut-le-Bas, c'était 110 ou 109 sur 122 communes dans le Valais entier qui ont dit non, parce que la population s'est dit on ne veut pas une neutralité carbone en 2040 quand il y a une loi fédérale qui dit 2050. La loi était trop idéologique, trop bureaucratique, et puis les gens se font plutôt souci du pouvoir d'achat, de la fin du mois que la fin du monde. Et puis il faut être pragmatique, il faut mettre en route des mesures, comme je le fais dans mon département au service de la mobilité avec la décarbonation des bus, avec une augmentation des cadences des transports publics pour inciter les gens, mais les gens ne veulent pas qu'on leur dit comment faire. Quand on a vu le plan climat aussi maintenant à Zurich, on veut nous dire vous pouvez encore manger 300 grammes de la viande par semaine. C'est ça les craintes des gens et il ne faut pas dire c'est des mensonges qui étaient faits, mais il faut juste respecter ce qui était décidé par le peuple et puis on verra la suite. Mais maintenant, à quelques
quelques mois, 2 ou 3 mois après la votation, il faut un peu se reposer, ou faire du recul, pas reposer, faire du recul, et puis se faire des réflexions comment on va aller à l'avenir. Emmanuelle Rouva, elle allait aussi loin, cette loi climat cantonale, elle allait nous imposer de manger 300 grammes de viande, pas plus. Moi, je suis un petit peu étonné quand même d'entendre ces propos de votre part, Monsieur Roupen, parce que... Je parlais de Zurich. Non, mais disons... Si vous avez lu enfin, bien sûr que vous avez lu la loi climat, il n'y avait aucun des éléments que vous venez de mentionner qui figurait. Donc, il n'y avait pas d'idéologie, il n'y avait pas de bureaucratie, il n'y avait pas d'interdiction de manger de la viande. Ouais. L'histoire de 2040, on est complètement faux. L'objectif de la Confédération, c'est 2050, la neutralité climatique. Il y a un objectif intermédiaire à 75% en 2040. L'objectif climatique valaisan 2040 était 82%. On est quasiment dans les mêmes objectifs, mais on a fait croire aux gens qu'on était dans l'idéologie. On est trop tard parce que peut-être le souci des gens n'est plus le même, c'est peut-être ça. Francisca Binaire, vous avez vu un fonds de plus, il y a déjà 8 ans de fonds, alors on recrée encore un fonds de plus, 150 millions, on va encore trouver un peu d'argent, et puis on fait quelques mesures. Est-ce qu'il n'y a pas trop de... Est-ce que c'est la solution? Faire un fonds de plus, mettre 100 millions, et puis faire ce que les gens on passe. Stéphane Ganzer. Est-ce que c'est pas encore une solution de plus, un fonds de plus, il y a déjà 8 ans de fonds? Non, je voulais juste savoir le frein, quoi. Ouais. Frein de l'endettement. Honnêtement. Est-ce qu'il n'y a pas trop de fonds? Ça fait un fonds de plus pour gérer l'État. C'est une forme qu'on a toujours critiquée, c'est le double frein qu'on a imposé, qu'il y a dans le canton. Et puis si on fait défaut, on ne doit plus passer par le grand Parlement, on peut déposer l'argent. Donc il faut un fonds de plus pour le climat. Non, moi je dis, si on fait les fonds... c'est toujours un peu difficile parce qu'on a un budget et si le budget il n'y a pas assez d'argent dedans, on doit utiliser les fonds, il y a un problème dans le budget. Alors il faut toujours qu'on regarde que dans le budget, on a assez de l'argent pour les choses qu'il faut faire. Maintenant, on a reçu les millions de l'ASNB et je pense que... Vous les avez utilisés un petit peu. Stéphane Ganza, est-ce qu'il faut un fonds de plus pour gérer ça? Il faut faire autrement. Ce que je déplore dans le refus de cette loi, en tout cas, qui était d'ailleurs soutenue par l'ensemble des partis, sauf un, et quand même par beaucoup d'associations économiques, on a oublié de le dire, c'est qu'au-delà du fond qui va nous manquer, ce qui va nous péjorer, c'est le temps. Ça va nous prendre beaucoup plus de temps, parce que cette loi, elle aurait quand même pu permettre d'accélérer, de mettre en route ces projets-là, et ça, on n'aura plus cette temporalité-là, parce que, évidemment, on n'aura pas le même levier de décision. Donc un fonds, c'est un des problématiques, mais moi, le problème que je vois, c'est surtout ce temps. On va perdre du temps. Cette loi nous a fait perdre du temps. Il ne faut pas croire qu'en dépensant rien du tout, ça nous coûtera moins cher à la fin. Alors toujours à propos de climat, d'environnement, dimanche nous voterons, Emmanuelle Rouva, sur l'initiative des Jaunes Verts pour une économie responsable. Certains estiment que si ce texte devait passer, ça nous renverrait au Moyen-Âge, voire encore plus loin, l'âge de la pierre polie ou taillée. Emmanuelle Rouva, vous défendez l'écologie raisonnable. Est-ce que cette initiative est raisonnable? Est-ce que vous la défendez? Alors, je me suis aussi déjà exprimé sur cette thématique. La proposition qui est faite par l'initiative des Jaunes Verts, je pense que si on l'analyse de façon objective et de façon avec un petit peu de recul, il n'y a pas de proposition plus raisonnable qui soit. Parce qu'en fait, la seule chose qui est proposée dans cette initiative, c'est de ne pas prélever dans la nature plus de ressources que ce qu'elle nous procure. Bon, mais au quotidien, ça aura des impacts phénoménaux. Maintenant, ceci dit, moi je le dis peut-être à titre personnel, la chose qui n'est pas réaliste dans la formulation de cette initiative, c'est le délai de 10 ans, tout simplement. Moi, j'aurais préféré qu'on se donne un délai à 2050 pour qu'on puisse montrer à la Suisse ce vers quoi on tend comme économie, une économie véritablement circulaire, parce qu'en fait, c'est ça la définition de l'économie circulaire. Mathias Reynard, vous voterez oui, ou vous avez voté oui à cette initiative? Oui, j'ai déjà voté oui. Et je vote de façon systématique en faveur de la cause environnementale. Je suis très soucieux de la situation, même si aujourd'hui on en parle moins, que malheureusement ça semble presque nous faire perdre des voix de dire qu'on est soucieux de l'environnement. Oui, j'ai voté oui, et de façon systématique je le fais sur tous les objets qui ont un lien avec la protection de l'environnement. Mais écoutez, c'est une initiative fédérale qui donne un signal, qui donne une ligne. Ensuite, comme toujours, il y a une application par les chambres fédérales, vous connaissez sa composition. On n'aura pas une application qui sera rude de cette initiative. Par contre, c'est juste un principe de base. Et je suis un peu étonné de certains relents qu'on a en ce moment dans notre canton. On vit dans un écosystème parmi les plus fragiles du monde. Quand il y a 1 degré de plus sur la planète, on en a 2 chez nous. Et les catastrophes naturelles qu'on vit en ce moment, elles vont continuer. Elles vont venir de façon de plus en plus régulière. Donc c'est ça qui devrait nous faire peur. C'est pas ce que disait mon collègue Ruppen avant sur le nombre de grammes de viande ou je sais pas quoi.
Ce qui devrait nous faire peur, c'est la question de comment est-ce qu'on reste dans un canton, dans un pays, sur une planète où voilà, on laisse quelque chose de vivable aux générations futures. La France européenne, vous êtes collégial, vous partagez l'avis de Mathias Reinard, vous avez une autre opinion. C'est vous le ministre de l'Environnement, M. Européen, hein? Oui, oui. Mais avoir le même souci que M. Reinard. Hein? Je ne partage pas du tout l'avis de monsieur Reinard. J'ai déjà voté, non pour cette initiative qui nous mettrait sur la... C'est quand que vous avez voté oui à une loi sur l'environnement? Pardon? La loi nationale, vous n'avez pas voté oui. La loi cantonale, vous n'avez pas voté oui. J'ai voté la dernière fois. Vous êtes ministre de l'Environnement quand même. Il y a 2019, j'ai voté oui à la loi sur la chasse. Ah. Qui était malheureusement pas acceptée. Hein. C'est aussi dans le domaine de l'environnement. Alors, Christophe Darbelay est soulagé. Pardon? Christophe Darbelay est soulagé. On passe à l'autre préoccupation des gens, c'est le pouvoir d'achat aujourd'hui. On a choisi de parler du thème de la santé. On peut parler de plein de thèmes dans le pouvoir d'achat, du coût de l'énergie, de différentes choses. La santé, on vous a tous entendu dire que c'était super, on a pu augmenter les subventions aux primes de caisse maladie et tout ça. On aimerait vous entendre sur est-ce que c'est possible dans un canton, puisque le canton du Valais, les coûts de la santé ont augmenté plus que dans d'autres cantons, est-ce que c'est possible d'agir comme conseiller d'État pour diminuer les coûts de la santé en Valais? Et si oui, comment? Alors je vais commencer avec le libéral radical Stéphane Ganzer. Qu'est-ce qu'un conseiller d'État, un gouvernement cantonal peut faire dans un domaine qui est national, qui est même international, et qu'on devrait faire et qu'on n'a pas fait? Mais je crois qu'il faut agir à l'échelle qui est la nôtre. Nous sommes peut-être un jour des conseillers d'État, et je crois qu'au niveau du canton, on le voit très bien, la problématique cantonale, il y a des leviers qui sont adaptables chez nous. Vous avez vu la semaine passée cet article très édifiant sur les ambulances de Sion qui doivent engager une ambulance supplémentaire. Pourquoi? Parce que le 40% des appels aux ambulances sont des appels qui sont non urgents, parce que les gens n'ont pas de médecine de proximité, parce que les gens ne savent pas à qui s'adresser, parce que peut-être que la prévention n'est pas optimale. Ça, c'est tout à fait un petit détail qui peut paraître anodin, mais ça nécessite des moyens, et là, il y a un levier d'économie qui est pour moi important. Donc moi, l'échelle locale, elle est très importante. D'ailleurs, j'ouvre un cabinet de médecin bientôt à Nobcontrée. Preuve en est que c'est cette médecine décentralisée. Ça permet de diminuer les coûts de la santé. J'en suis convaincu, parce que ça désengorgera les urgences, oui. Francisca Wiener, dans le Haut-Valais, bientôt, il n'y aura plus qu'un seul hôpital, réuni sur un seul site, à Brigue. Est-ce que le Valais roman, qui connaît lui une dispersion des sites, est-ce que le Valais roman devrait suivre l'exemple haut-valaisan pour tâcher de faire des économies, sachant qu'en règle générale, au sein de l'hôpital du Valais, bien, dans le Haut-Valais, on équilibre les comptes, et dans le Valais roman, ce n'est pas le cas. Oui, dans le Haut-Valais, on avait toujours des chiffres noirs, et dans le Bas-Valais, il n'y avait pas. Il y a aussi peut-être des choses qui sont un peu différentes. Une chose que je trouve qui est assez importante aussi dans le Haut-Valais, à côté de l'hôpital, dans le même bâtiment de l'hôpital, on a des médecins généraux qui travaillent ensemble, comme ça, les gens qui vont à l'hôpital, qui disent ils ont une urgence, et c'est pas une urgence qui doit être traitée dans l'hôpital, ils la traitent chez les autres médecins. Alors il y a plusieurs de choses qu'on peut faire pour diminuer aussi les coûts dans notre canton. Et puis c'est clair, il faut trouver une stratégie pour les hôpitaux dans le Bas-Valais. Il y a peut-être aussi beaucoup de coûts parce qu'à Sion, on a l'urgence qui coûte beaucoup. Ça, c'est toujours clair, mais il faut regarder, il faut avoir une stratégie, et il faut regarder où on peut faire l'hôpital plus efficace, ça c'est clair. Christophe Darbelay, est-ce qu'il ne faut pas un hôpital à Sion encore plus centralisé, c'est-à-dire on va inaugurer des salles d'opération, peut-être qu'à la fin de cette inauguration, il faudra déjà l'agrandir. Est-ce qu'il ne faut pas oser mettre plus de choses à Sion et garder Sierre et Martigny avec d'autres aspects? Est-ce que ce n'est pas une manière de diminuer les coûts? Bon, il y a beaucoup de choses pour diminuer les coûts. Ça a été dit, la médecine de premier recours, que les gens aient chez leur médecin généraliste, médecin de famille, ça permet de diminuer les coûts. On va avant d'être trop malade. C'est important. Il faut investir aussi dans la prévention, dans la santé. On peut investir dans la télémédecine. Il y a des modèles super intéressants comme l'hôpital à la maison qui existe en Scandinavie. Il y a des choses super intéressantes qui sont testées maintenant dans le Jura bernois. Donc on peut s'inspirer de ces modèles et ils seraient assez adaptés à une région comme le Valais. Maintenant, l'hôpital de Sion, il va ouvrir. L'essentiel de l'activité opératoire va se concentrer désormais sur l'hôpital de Sion, les disciplines de pointe aussi. Maintenant, il faut réfléchir aux missions, parce que je n'ai pas l'intention de les fermer, en tout cas en ce qui me concerne, l'hôpital de Sierre et l'hôpital de Martigny. Et puis là, dans l'hôpital du Valais, on a l'impression que c'est un peu le cadet de leurs soucis. Donc moi, j'aimerais une vraie vision pour ces deux hôpitaux. Le cadet de leurs soucis de ce qu'on fait de Martigny et Sierre. Oui, bien sûr, parce qu'il y a des choses intelligentes à faire de ces hôpitaux-là, et sans les laisser péricliter, se ratatiner, c'est très très important aussi d'avoir cette
dessertes. Donc il y a des possibilités d'économiser des coûts, mais il ne faut pas se faire d'illusions. On est aujourd'hui dans une population vieillissante qui a de plus en plus de besoins. On ne fera jamais de miracle à ce niveau-là. Et puis on a aussi des technologies qui évoluent, des traitements nouveaux qui coûtent quand même relativement cher. Puis ne dites pas toujours que la santé, c'est des coûts, s'il vous plaît. Parce on a tous envie d'être en bonne santé. C'est quand même, et ça c'est le ministre de l'économie qui vous parle, c'est le 3e secteur économique du pays. S'il y a eu des milliards d'investissements à la Lonza et dans d'autres entreprises, chez Debio et ailleurs ces dernières années, s'il y a eu des créations d'emplois en milliers dans le canton du Valais, et que c'est le secteur de l'industrie qui boome le plus depuis 20 ans et qui porte la croissance de l'économie valaisanne, c'est aussi que la médecine, les sciences de la vie, c'est aussi un secteur important. Donc il faut avoir un discours parfois un petit peu nuancé, on ne tient pas, ça coûte plus cher, moi j'aimerais bien qu'on trouve des solutions. On a un super système de santé, mais ce n'est pas le plus efficient du monde. Donc on a encore des progrès à faire. Rapidement, Mathias Reynard, il n'y a pas de vision pour Sierre et Martigny. Bon, pas rapidement, oui. Je vais vous répondre parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Tout d'abord, vous avez dit que les coûts augmentaient beaucoup plus vite en Valais qu'ailleurs. C'est faux. Beaucoup, un peu plus vite. C'est faux si on regarde globalement sur ces dernières années. Et d'ailleurs, les Valaisans sont ceux qui payent les primes les moins hautes de toute la Suisse romande. Donc on a un système... On rattrape la moyenne nationale quand même. Non, on augmente d'ailleurs, à l'exception d'une année sur les 4, sauf erreur, je peux aller vérifier, mais sauf erreur, à l'exception d'une année sur les 4, on a eu systématiquement une hausse moins haute que la moyenne des autres cantons romans. Ça, c'est la première chose. Donc, vous dire que le système aujourd'hui n'est pas un système qui est en explosion à l'inverse d'autres cantons. Deuxièmement, vous dire que oui, quand on nous pose la question, est-ce qu'on peut réduire les coûts de la santé? Mais bien sûr que non, on ne va pas réduire les coûts de la santé. Ça, ce serait un mensonge. En fait, on a un vieillissement de la population, on a des technologies qui s'améliorent, on a des besoins qui s'améliorent, il y a des maladies, et avant, on n'y survivait pas, aujourd'hui, on les soigne, et donc ça coûte, évidemment. Ce qu'il faut faire, par contre, c'est maîtriser l'évolution des coûts de la santé, et ça, on s'y emploie, ça passe notamment par les regroupements hospitaliers, c'est ce que nous sommes en train de faire. La vision est claire, la stratégie est claire, ça veut dire un seul hôpital à Brigue, et puis dans le Valais roman, d'avoir l'hôpital de Sion qui va regrouper les salles d'opération, et puis des mandats qui doivent être clairs, qui doivent être choisis, proposés par le conseil d'administration et validés par le conseil d'État pour l'avenir du site de Sierre, l'avenir du site de Martigny. On peut déjà assez facilement imaginer ce qu'on va y faire. Comme l'a dit M. Darbelot, il n'y a pas de manque de vision. Le problème, c'est que l'hôpital doit faire beaucoup de choses. L'hôpital, aujourd'hui, se retrouve dans une situation où ils doivent non seulement construire des infrastructures qui vont durer des décennies au pire moment pour construire, c'est la faute à pas de chance, et puis ils se retrouvent dans une situation de sous-tarification. C'est pas l'hôpital du Valais qui fait des déficits, c'est tous les hôpitaux aujourd'hui qui font des déficits. Donc on doit soutenir notre hôpital, et l'hôpital du Valais n'a jamais été autant soutenu qu'aujourd'hui. Grâce au Conseil d'État, grâce au Grand Conseil, il y a eu des soutiens supplémentaires qui ont été donnés, parce qu'on croit que c'est important, c'est le service public, c'est la santé, et les gens savent à quel point la santé, ça doit être une de nos priorités en tant que Conseil d'État. Alors pour soulager les assurés, une initiative a été lancée en fin de semaine dernière en Valais. C'est l'initiative qui vise, comme dans le canton de Vaud, à plafonner les primes à 10% au maximum du revenu disponible. Dans le canton de Vaud, 2023, ce sont les derniers chiffres disponibles, justement, cela a coûté 122 millions de francs. Est-ce que le Valais, Emmanuel Reva, peut s'engager dans cette voie, sachant qu'il a déjà de la peine à équilibrer son budget, son projet de budget ? Alors, je pense qu'il peut s'engager dans cette voie, ce d'autant plus qu'il est quasiment déjà obligé de le faire via le contre-projet à l'initiative 10%, le contre-projet fédéral, qui fait que dans les années qui viennent, on va devoir encore largement augmenter, c'est pas le conseiller d'État Reynard qui va me contredire, les montants à disposition des réductions individuelles de primes. 50 millions de francs de plus par année environ, quoi. Voilà, bon. Alors, j'en étais à 30 millions, donc c'est peut-être 50 millions. Ceci dit, je pense que, alors évidemment, c'est quelque chose qui va coûter au canton, mais après, on peut faire la même réflexion que celle qui a été faite pour ce contre-projet fédéral. Le fait de mettre, on va dire, sur le porte-monnaie du canton, le fait de supporter en fait ces coûts, ça ne peut que aussi encourager le canton, le gouvernement actuel et les gouvernements futurs à trouver des moyens intelligents, par exemple dans la planification hospitalière, pour réduire les coûts de la santé, parce qu'il sera directement concerné par ces économies. Francisca Biner, si vous êtes élu, vous serez peut-être en charge des finances. Là, on alourdit encore la barque. Initiative pour plafonner les primes. Ce contre-projet, on parle de 50 millions de francs. Est-ce qu'on peut aller dans cette direction? Où est-ce qu'on va trouver cet argent, connaissant la capacité financière du canton? Moi, je dis toujours, l'argent,
qu'on a pour utiliser dans le canton, c'est l'argent que les Valaisannes et les Valaisans ils ont gagné. Alors il faut vraiment regarder que l'argent qu'on utilise, on l'utilise d'une manière efficace. Et ça veut aussi dire, si on a des projets où on va investir de l'argent, ça veut dire si on investit dans l'hôpital ou je ne sais pas quoi, on doit être sûr qu'il est efficace et qu'il fait vraiment une bonne qualité de travail pour les Valaisannes et les Valaisans. Alors en Valais, on ne dépense pas que l'argent que l'on a gagné, puisqu'il y a environ 800 millions, plus de 800 millions, 877 millions de francs qui viennent cette année de la Confédération. Christophe Darbellet, quand est-ce qu'on va pouvoir s'émanciper? Quand est-ce qu'on pourra sortir finalement de ce rôle de canton en quelque sorte assisté? Bon, je crois que le canton du Valais bénéficie de la péréquation financière. C'est le deuxième canton après Berne en termes de soutien de la Confédération. Cette solidarité, elle est indispensable. Moi, j'espère qu'un jour, on soit beaucoup moins dépendant. J'espère vivre encore en Valais, dans un canton qui aura peut-être 400 000 habitants et un peu plus, qui sera un canton plus fort, innovant, prospère. Cette mue de l'économie valaisanne, elle est en cours. Elle a commencé. Alors, on sera... Pardon ? Quelle est cette mue ? Cette mue, c'est le développement de l'industrie, c'est la croissance du PIB par habitant, on partait de loin, mais qui est la plus importante du pays. C'est la croissance démographique et les gens viennent aussi parce qu'il y a un développement économique, il y a des opportunités aujourd'hui pour des personnes bien formées. Et là, l'exode des cerveaux s'est pratiquement inversé aujourd'hui, donc on a du potentiel et j'espère, on ne viendra jamais au stade de Genève ou de Zurich, mais je pense que le Valais va pouvoir, avec ce développement économique-là, progressivement refaire son retard et être moins dépendant des autres. Malgré tout, vous avez des handicaps spécifiques. Quand vous devez assurer les dangers naturels dans le canton du Valais, on en a assez discuté ce soir, vous savez ce que ça coûte. Vous savez ce que ça coûte, les forêts de protection, les routes dans les vallées latérales et dans la vallée du Rhône. Tout ça coûte beaucoup plus d'argent. Si on était à Zurich ou si on était à Genève, tout ça est évidemment beaucoup plus simple. Donc c'est normal qu'il y ait une certaine solidarité, mais j'espère quand même qu'on vive un jour dans un Valais qui sera moins dépendant de la manne fédérale. Stéphane Ganzer, vous représentez le parti de l'économie, comme on dit. Comment on peut être moins dépendant de la manne fédérale? Vos solutions à vous? Par un Valais fort et innovant, bien sûr. Donc, c'est la même version que Christophe. C'est d'ailleurs mon slogan. C'est un slogan. Mais concrètement. Mais il l'a dit, l'économie valaisanne, elle a effectué une mue. Le vieux pays qu'on aime à nous qualifier n'est plus le vieux pays. Regardez le développement des chaires, les 11 chaires qui dépassent de l'EPFL sur le site de Sion. C'est ça l'avenir du Valais. C'est cette économie-là qui va nous sortir de cet état de dépendance vis-à-vis de la Confédération. Comme l'a dit, on sera toujours, j'imagine, bénéficiaire de cette péréquation. Mais est-ce qu'on est encore assez attractif aujourd'hui en Valais? Une étude vient de sortir pour parler des impôts des entreprises. Aujourd'hui, le Valais, c'est 20% en tout, la ponction dans les entreprises. C'est le canton qui ponctionne le plus en impôts les entreprises de Suisse. Deuxième, c'est le Tessin à 16%. Donc on a encore pas mal de travail à faire là-dedans. On vient de faire une loi fiscale qui diminue déjà cette charge, mais on est toujours les pires de Suisse à ce niveau-là. Est-ce que ça peut pas être une priorité du gouvernement, ça? Alors on a baissé la charge fiscale sur les entreprises en 2020, sauf erreur. Là, on vient de baisser maintenant sur les personnes physiques. Donc, mais on est toujours les moins bons. On est toujours les moins bons, mais le Valais ne peut pas se permettre de faire une baisse fiscale chaque année. J'ai soutenu de toute mon âme et mon cœur la dernière baisse fiscale en faveur de la classe moyenne, je le répète, les revenus de 39 000 à 136 000 sont touchés par ça, donc c'est quand même un gros panel de la population qui est affecté par ce pouvoir d'achat qui s'érode, mais par contre, la baisse fiscale des entreprises, elle a été effectuée il y a 5 ans, et je pense que dans 5 ans, on peut se poser la question pour une deuxième, parce qu'effectivement, sur l'outil de production, on reste très gourmand, et ça, c'est peu engageant pour les entreprises. Alors toujours à propos d'argent, on a eu une bonne surprise en début d'année avec l'annonce de la Banque nationale suisse qui faisait en sorte que le Valais devrait toucher environ 80 millions de francs cette année au titre du bénéfice, les répartitions du bénéfice, au lieu d'environ 50 et quelques, 54. Donc c'est 26 de plus qu'espéré. Et là, les 3 membres du Conseil d'État ici présents, alors encore une fois, collégialité, secret des délibérations, mais enfin, vous avez décidé rapidement d'octroyer un renchérissement, de compenser 0,8% pour le personnel et le service enseignant, le service du personnel et des enseignants. Et ça a fait jaser. Ça fait jaser. Il y aura sans doute des interventions la semaine prochaine au Grand Conseil. On a également 3 députés qui étaient dans la salle et qui, eux, se sont opposés à tout renchérissement pour 2025. Alors, comment vous vivez cette décision? Je vais peut-être me tourner vers Emmanuel Rova, qui est censément le plus finalement favorable à ce qui était décidé.
Bon, Mais on n'a pas respecté la volonté du Grand Conseil. Ouais, alors moi je suis partagé parce que, disons, à titre personnel et puis avec notre groupe au Parlement, il y avait plusieurs propositions pour corriger cette décision de non-renchérissement pour le personnel de l'État. Et puis nous, on avait soutenu une proposition médiane qui était du groupe Néo, qui finalement avait été refusée par le plénum. Ceci dit, maintenant, vu qu'il y a eu ce refus du Parlement, c'est vrai que j'avoue que ça m'interroge qu'il y ait cette décision qui vienne après coup par le gouvernement, parce qu'on a cette manne importante qui arrive, parce qu'on peut très bien se dire que cette manne, on aurait aussi pu l'attribuer à d'autres choses. Juste avant le mois de décembre, on a pris des décisions douloureuses, notamment celle de geler tous les fonds du canton, notamment un fonds super important qui est celui du programme bâtiment. On n'a plus que 3 ans maintenant de roulement dans ce fonds. On utilise chaque année 20 millions pour assainir les bâtiments du Valais. Et Dieu sait si c'est une nécessité. On parlait avant de la loi climat. Donc en fait, on aurait pu imaginer d'autres attribution de cet argent de la BNS. Donc j'avoue que ça me laisse un petit peu perplexe. Perplexe, c'est aussi votre état d'esprit, Franziska Biner, un peu surprise par cette décision du Conseil d'État qui va à l'encontre de ce que souhaitait le Parlement? Oui. Mais j'ai déjà dit ça et puis j'ai reçu un message du ministère des Finances qui m'a dit que j'étais mal avec mon avis, qu'il y a une loi. Vous êtes fait gronder. Pourquoi ça vous dérange? Pourquoi ça vous dérange? Parce qu'il y a une loi. Il y a une loi qui dit ce qu'on doit faire, qu'on doit compenser le renchérissement, puis s'il y a un rattrapage à faire, on doit le rattraper, point. On peut discuter de cette loi, vous pouvez la modifier si ça vous chante. Le Grand Conseil sert à rien, non? Non, mais la loi, c'est la loi. Pour le Grand Conseil, pour le Conseil d'État, on l'applique, basta. Stéphane Après, on peut Ganzer, changer on cette change la loi. Vous savez pas lire la loi, les députés, d'après Christophe Darbelet. En tout cas, c'est peut-être pour ça que les 3 ici, on a envie d'être conseillers d'État et plus députés, parce qu'on voit peut-être cette leçon d'humilité que nous amène cette décision. Il faut faire attention à ce que vous dites maintenant, parce qu'après, ça peut se contourner contre vous. Après. Mais vous maintenez votre position, Franziska Biner, malgré le mail de Roberto Schmitt. Non, c'était pas... Et surtout, c'est une loi, et c'est vraiment dans l'autorisation du Conseil d'État, ils peuvent choisir ça en janvier, ils font toujours ça en janvier. Nous, comme Parlement, on a voté non, mais c'est dans l'autorisation du Conseil d'État de choisir ça en janvier. Peut-être juste rajouter que ce qui devrait éventuellement être réfléchi, c'est la date à laquelle on décide ça. Parce que c'est vrai que ça met un décalage entre le débat parlementaire et puis la décision du Conseil d'État. C'est pas très sain, c'est pas très bon. Le collègue Roberto Schmitt est venu simplement nous amener cette information et le respect de la loi. À partir du moment où l'État peut financer le plein renchérissement, il doit le faire. Donc c'était une obligation. Puis peut-être juste rappeler, et je vois bien que c'est tout le temps passé sous silence, parce que c'est beaucoup plus facile de taper sur le personnel de l'État, mais ce renchérissement profite aussi à l'ensemble du personnel de l'hôpital du Valais, de l'hôpital HRC, des EMS, des CMS. Donc oui, on sait, c'est facile de taper c'est facile de taper sur les chefs de service, mais ce renchérissement, il va aussi pour la personne qui fait les nettoyages dans un EMS ou bien pour l'infirmière à l'hôpital. On termine, vous avez eu droit à un pour-contre à forum à la RTS. On termine avec un oui-non pour chacun. Une question à chacun. Vous pouvez répondre par oui ou par non, obligatoire. Une phrase pour argumenter, Christophe Darbelet, pas 5. Hein. Une phrase pour argumenter, hein, d'accord? Alors, on commence avec vous, Mathias Renard. Est-ce que ce sera votre dernier mandat politique au Conseil d'État? Aucune idée. Oui, non. Non, voilà. Non, je ne peux pas répondre. Il y a 4 ans, vous avez dit que vous imaginez de faire 8 ans au Conseil d'État, puis après non, j'imaginais faire devenir 4. libraire. J'imaginais faire 4, puis être libraire. Non, vous avez dit 8 ans. Est-ce que vous avez dit que vous imaginez de faire 12? Franchement, j'en sais rien. Très honnêtement, je suis parti pour faire 4 ans parce que je pensais que le mandat me plairait pas. Je vous dis honnêtement, j'étais bien à Berne, c'est mon parti qui m'a beaucoup poussé à le faire. Et j'ai du plaisir, c'est une fonction qui est fatigante, qui est difficile, mais qui est passionnante parce qu'on peut faire bouger les choses. Et typiquement, dans ce qu'on a fait pour le personnel soignant, ben voilà, je sais que c'est en luttant, en s'engageant qu'on a eu des résultats. Une phrase pour répondre. Avec plaisir. Franz Ruppen, êtes-vous d'accord pour dire que Donald Trump est dangereux pour l'avenir à court terme de la planète? Pardon? Non, je dirais non. Non? Il ne vous fait pas peur depuis qu'il a été élu président des États-Unis? Non. Hein. Il ne vous fait pas peur? Vous auriez aimé faire 72 décrets comme ça? Oui, mais lui... Quand on est élu, quand on est élu, on est là pour changer, parce que les gens, ils connaissaient son programme, il a été élu, il me fait pas peur, il y a d'autres qui me font plus peur, parce que lui... Un exemple. Poutine, par exemple. Poutine. Plus parce que lui, Trump, il a dit, je vais acheter Groenland, mais Poutine, il est entré en Ukraine. Christophe Darbelet, si vous ne finissez pas dans les 3 premiers le 2 mars, est-ce un échec? Si vous ne finissez pas dans les 3 premiers le 2 mars, est-ce un échec? Non. Non. 4e, 5e, c'est pas un échec. C'est le peuple qui décide, c'est pas vous.
C'est pas vous non plus, hein. C'est pas vous non plus. Franziska Biner, Viola Amherd n'a pas préparé sa sortie avec son parti. Oui, non. Non, c'est la seule chose que je pense qu'une conseillère d'État, elle peut le choisir Conseillère elle-même. Fédérale, elle peut le choisir C'est pas elle-même. une erreur ce qu'elle a fait. Elle Non. a mis la pagaille dans les élections valaisannes, elle a mis la pagaille, il n'y a qu'un candidat et demi, là, ou 2 candidats par les poils. Mais c'était pas Ça sa donne pas une faute. bonne image du C'était parti du c'était centre, pas la là. faute à elle. Ah bah si elle démissionnait un peu plus tard ou Non, un peu plus tôt. Non. 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 Stéphane Ganzer, au niveau suisse, le PLR doit-il se rapprocher du centre plutôt que de l'UDC comme il le fait aujourd'hui? Il doit se rapprocher de Oui, lui. non. 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 Il doit se rapprocher de lui-même d'abord et de Ah, ses propres il s'est valeurs, et perdu. de ses propres fondamentaux. Je pense qu'il s'est égaré sur certaines thématiques sur lesquelles on est resté aphone et sur lesquelles on est bon et compétitif, comme l'énergie, par exemple, l'agriculture. Emmanuel Revard termine avec vous. L'initiative de ce week-end qui sera refusée vous fait perdre des voix le 2 mars. Oui, non. Non, Non. non. Vous ne pas perdre des voix. Il vous en fait pas gagner en tout cas. Ça, je peux pas dire, mais non. Non, parce que... Non, Non. tout simplement. Voilà. Non parce que non. Alors on conclura sur ce non parce que non. Merci. Merci aux 6 candidats d'avoir participé à ce débat Rhône FM Nouvelliste. Je vais remercier dans l'ordre. Alors, ça n'a rien à voir avec le classement présumé du 2 mars. Franziska Biner, je prends l'ordre alphabétique. Franziska Biner, Christophe Darbelay, Stéphane Ganzer, Emmanuel Reva, Mathias Reynard et Franz Ruppen, donc d'avoir participé à ce débat commun Rhône FM Nouvelliste. Nous nous retrouvons le 2 mars, bien sûr, pour l'épilogue. Bonne suite de campagne à toutes et tous et excellente soirée. Merci. Merci Merci beaucoup. Merci beaucoup.